Sommes-nous coincés dans une boucle infinie, prisonniers de ce microcosme qu'est la NBA? Saison après saison, l'histoire semble se répéter, comme si le temps recyclait sans cesse les mêmes récits. Alors que dehors aussi, les mêmes erreurs semblent se répéter, même ici, dans notre bulle, le recommencement paraît inévitable. Après avoir ravivé le rythme des années 70 et le post-up des années 90, la NBA perpétue une autre tradition, celle des gauchers stars, trop souvent draftés trop tard. De Ginobili à Isaiah Thomas, puis Jalen Brunson, le scénario semble immuable, et ce malgré les progrès inévitables en termes de data et compagnie. Et si un nouveau chapitre s'écrivait déjà et portait le nom d'AJ Mitchell. Dans l'Oklahoma, loin des projecteurs, une étoile discrète émerge. Mais à quel point est-il fort? Jusqu'où peut-il aller? Est-il destiné à perpétuer la tradition ou à briser enfin la boucle? Allez, venez. Aujourd'hui, on part à la rencontre de la star cachée de l'Oklahoma. On est plus de 7000 sur cette chaîne, c'est un nombre complètement fou, alors déjà merci beaucoup, et si vous aimez notre travail, eh bien vous pouvez liker cette vidéo et la booster, ça nous aide énormément récemment, que vous soyez belge ou non, fan du Thunder ou non, et nous on espère qu'elle vous plaira. Bonne vidéo. Allez hop, sans transition, on va perdre la moitié de notre audience et plonger dans les stats pour comprendre pourquoi AJ Mitchell pourrait être la star cachée de OKC. Qu'est-ce qui fait une star au niveau production? Évidemment, je sais que derrière votre écran, vous le criez, mais c'est la sainte trinité, volume de responsabilité, efficacité au scoring et playmaking pour les autres. Donc regardons les joueurs qui ont un minimum de 20% d'usage, 1,20 points par tir, ce qui représente plus 3% par rapport à la moyenne, et qui ont au moins 0,7 d'assist par usage, c'est-à-dire une certaine tendance à passer le ballon. Allez, soyons gourmands et rajoutons moins de 12% de perte de balles pour la propreté. On secoue le blender et il nous reste une liste très parlante. Jimmy Butler, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Trey Murphy et deux autres noms, Jalen Brunson et AJ Mitchell. Le maître et son padawan, mais finalement, c'est bien ça le point de départ de notre histoire. Comme Jalen à son époque, AJ est un porteur de balle à peine dans sa deuxième saison qui est déjà très efficace. D'autant plus quand on regarde le régime de tir et on se rend compte déjà qu'il n'est assisté que sur 42% de ses tirs. C'est mieux que 82% des joueurs à son poste. Pour vous dire, c'est pile les scores d'Anthony Edwards ou de Kawhi Leonard. À peu près comme Donovan Mitchell ou Devin Booker, rien que ça. On pourrait presque s'arrêter là, mais maintenant on doit se demander comment. Comment réalise-t-il ce score? Est-ce que c'est viable sur le long terme? Et c'est là que ça devient encore meilleur. Et que la comparaison avec Brunson peut faire sens parce que malgré sa taille, AJ est un formidable driver et c'est ça la base de son jeu. Rien de bien clinquant sur le profil physique à la base, c'est pas celui qui saute le plus haut, mais le Belge est encore un exemple que n'importe quel morphotype a ses avantages et qu'il vaut mieux bien savoir les utiliser que d'avoir les meilleurs outils physiques du monde, mais ne pas les contrôler. Vaut mieux contrôler parfaitement sa petite Peugeot 106 que faire un accident à chaque virage au volant de sa Ferrari flambant neuve. AJ est un vrai créateur de décalage de par son handle très bon, et ça déjà c'est un skill très important et trop souvent sous-estimé. Et surtout primordial dans l'attaque du Thunder. Parce que maintenant, après 3 ans de cycle, on sait que l'équipe est une super team presque exclusivement défensive. Comment OKC est défendu par désormais 90% de la ligue en abandonnant les shooters et en resserrant le terrain pour limiter les drives de Shai Gilgeous-Alexander.
Donc qui dit peu de spacing dit nécessité d'avoir un super handle pour naviguer dans les tout petits espaces. Et ça, AJ Mitchell le possède déjà. Il peut parfaitement naviguer un stunt et se glisser entre les deux joueurs pour aller dans son spot comme ici. Et il peut aussi créer la séparation de par son handle pour aller dans son spot. Et ensuite parfaitement naviguer entre 3 défenseurs pour finir au panier. Donc déjà, c'est un skills ultra important, mais c'est loin d'être tout ce qu'il a dans sa panoplie. Et quelque chose d'assez marquant qui vous rappellera peut-être un autre gaucher, c'est sa maîtrise du pas négatif. Il sait qu'il n'a pas le premier pas le plus rapide, le plus explosif, même si plutôt pas mal. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se placer dans cette feinte de jump shot qui lui permet de 1. Faire légèrement avancer et monter son défenseur sur lui, et de 2, de se donner une impulsion pour redémarrer plus fort vers l'avant. C'est un peu un premier pas factice, mais ça marche extrêmement bien et franchement c'est peut-être le joueur qui le maîtrise le mieux de toute la NBA actuellement. Ça lui permet de booster son premier pas et donc de soit créer un décalage, soit attaquer un close-out de manière ultra efficace, et derrière ça, il arrive dans cette fameuse zone intermédiaire où son handle devient primordial et clé. En réalité, AJ a quelques autres outils physiques qui lui permettent d'être vraiment un bon driver. La première, c'est sa gestion du rythme. Il est très à l'aise pour décélérer, que ce soit brusquement pour créer une séparation ou tout simplement pour fixer l'intérieur, pour mieux accélérer ensuite et hop, coucou Rudy Gobert et merci, je vais au cercle. Puis surtout, il a une capacité à se contorsionner en l'air de manière assez exceptionnelle. On y reviendra peut-être plus tard, mais sa souplesse est une vraie qualité chez lui et il a aussi une incroyable vitesse de lecture et un temps de réaction vraiment élite. Ce qui lui permet de constamment s'adapter. Donc en fait, par exemple, il peut voir le défenseur se jeter, faire un spin ultra rapide pour le contourner et filer au panier. Ou alors il peut tout simplement driver et voir que Horford vient en aide et fait plutôt un bon contest, et donc il va se contorsionner de façon incroyable vers l'arrière pour ne pas finir par un layup, mais un espèce de fadeaway à l'horizontale, et je ne sais pas si on se rend compte de la souplesse et du gainage qu'il faut avoir pour finir dans cette position. Et il faut aussi avoir des bras pas si petits pour éviter le contest de Hall. Et c'est aussi un truc qu'il a, une envergure positive de 2,01 m. Et si on reprend cet exemple, regardez comme il va aller chercher un angle loin en étendant ses bras jusqu'au bout du bout pour déposer le ballon hors de danger du contre. Bon, si on devait le résumer en une fois, ce serait sans doute ce clip-là que je trouve hors du commun. Donc il reçoit la balle et de suite petite feinte de shoot pour avoir son pas négatif. Il peut donc driver et là il y a un stun très agressif de D'Angelo Russell, mais lui temporise ce qui bouge d'Angelo Russell, crée une petite fenêtre dans laquelle il s'engouffre, il va driver dans le tout petit espace, résiste bien au contact et garde son dribble en vie, puis va exploser verticalement et finir main droite derrière PJ Washington. C'est du très très haut niveau. Le truc assez évident qu'on n'a pas dit, c'est que AJ a un toucher de balle génial à la finition et il a des deux mains. Il peut complètement finir main droite et ça joue encore plus dans le côté adaptation où il peut choisir selon où est l'espace. Ici c'est à droite, alors hop, Eurostep à droite. On le voit souvent finir par un espèce de hookshot qui est incroyablement compliqué. Et je trouve que ça en dit long finalement sur le toucher de balle qu'il a. Et quand on regarde le pourcentage au lancer franc, 83% en saison rookie, 88% en saison sophomore, ça confirme un toucher génial. Finalement, tout ça pour dire que c'est tout sauf une surprise en réalité, mais AJ est déjà, et je pense que ce n'est pas abusé de le dire, un joueur élite sur le flotteur. 51% sur les flotteurs après 48% en saison rookie. C'est des chiffres vraiment de très haut niveau. Sa spéciale, c'est donc un pas zéro négatif. Je vais dans mon spot et je dégaine ce flotteur de manière presque automatique. En fait, c'est un vrai créateur de décalage pour lui et pour les autres sur pick and roll. Le duo avec Hartenstein est absolument fantastique parce que Hartenstein pose d'excellents écrans pour le libérer et lui derrière a une panoplie de dingue.
Il a le flotteur pour punir le drop, mais il a aussi une certaine respectabilité là-dessus, ce qui lui permet de jouer parfaitement avec la défense. En fait, son duo avec Hartenstein, c'est LA source d'attaque de la seconde unit du Thunder. Et les deux se trouvent les yeux fermés. Contre les Clippers, face au duo Chris Dunn Ivica Zubac, rien que ça, on joue un empty side pick and roll. Et dès le début, Hartenstein flip the screen, c'est-à-dire qu'il change l'angle de l'écran au dernier moment. Ce qui crée un premier écart, AJ ralentit pour laisser le temps à la menace de roll d'arriver, Zubac reste alors dans sa couverture de drop, trop bas, et donc AJ lance son flotteur automatique. Allez, un autre pour le kiff. Allez, face à Portland et son compatriote, Toumani Camara, le handle parfait et le petit coup vicieux de Hartenstein crée la séparation et on retrouve ce fameux 2v1 face à l'intérieur. Hartenstein est prêt à décoller et AJ va feinter la passe jusqu'au dernier moment, garder le ballon haut et donc ça lui ouvre le lay-up. Juste splendide. Donc AJ est vraiment dans d'excellents temps de passage à la création et les défenses vont être tentées de plus en plus de switcher face à lui pour ne pas lui laisser ce premier avantage avec lequel il excelle. Et donc on peut se demander, peut-il créer à ce niveau même face au switch ? En réalité, pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Mais un vert pétant, quand on le voit face à un Rui Hachimura placer ce genre de premier pas, c'est encourageant. Puis après, quand on le voit face à Nickeil Alexander-Walker, c'est encore plus encourageant. Et attendez, faut qu'on revienne en arrière. Comment fait-il en 2 appuis pour passer d'horizontal au sol à droit comme un i sur sa finition ? Piouf, il maîtrise bien sa 106 le petit quand même. La question reste sur le tir. Pourra-t-il étendre sa portée de tir comme l'a fait Jalen Brunson ? C'est le step à passer pour lui, mais loin d'être gagné d'avance. Brunson, c'est l'exception et pas du tout la règle. Mais quand on voit le toucher de balle qu'il a, et certains flashs d'auto-création qu'il nous envoie, comme ce petit step back tranquille, on peut être confiant et on peut se mettre à rêver. Bouclons la boucle du scoring avec des stats pour confirmer ce que l'œil nous dit. En fait, pour une fois, on s'est pas trompé. 83e centile en isolation, 74e centile en ball handler sur pick and roll et déjà un driver dans le top 20 de NBA en efficacité. C'est du très très haut calibre et ça confirme qu'on est face à un créateur pour lui de haut niveau. Mais alors pour les autres, qu'est-ce que ça donne ? Rappelez-vous de notre filtrage de base. On avait mis un certain assist par usage, c'est-à-dire la tendance du joueur à faire des passes. AJ est à 0,84. Donc déjà ça nous prouve qu'il a un certain playmaking pour les autres. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'on retrouve exactement toutes les mêmes qualités que sur son scoring, je trouve. Le même cocktail. Sur ses fameuses zoom action et même plus globalement sur le pick and roll, c'est un joueur qui utilise beaucoup le flotteur. En réalité, c'est un super passeur de lob. En fait, c'est presque le même mouvement. Et ça, c'est génial tant OKC en a besoin. Ça permet d'utiliser Hartenstein pas que sur des pocket passes, et donc pas que sur des flotteurs, mais aussi au cercle, de manière aérienne, et ça booste son efficacité. Pareil pour Chet, ça permet de l'utiliser pas que en pick and pop, et donc d'utiliser sa verticalité. En fait, c'est le yin et le yang parfait, son scoring et son passing, parce qu'il adore décélérer, fixer le défenseur, et ensuite soit scorer, si l'intérieur reste trop bas, soit mettre Hartenstein sur orbite, s'il monte trop haut, comme ici, face à Naz Reid. On sépare souvent le scoring du passing, mais en réalité, AJ et son jeu, c'est une vraie ode à l'adaptation constante. Il peut faire les deux, et comme il a une réactivité géniale, il peut choisir l'arme adéquate, et il se trompe rarement. La vitesse de lecture avec laquelle il lit la défense est absolument dingue. Ici, c'est l'exemple parfait. Petite zoom action qu'on connaît désormais, et Draymond sort agressivement. Mais lui ne panique pas, petit pas de recul pour garder le dribble, et donc là, il reconnaît le mismatch à l'intérieur. Et hop, petite passe de lob parfaite. C'est que c'est vraiment pas mal ce truc. On peut alors se demander pourquoi peut-il s'adapter tout le temps ? En fait, je pense que c'est parce qu'il a une qualité ô combien sous-estimée, et on y revient, mais c'est sa souplesse du haut du corps. On a dit avant qu'il pouvait se contorsionner de façon surprenante pour finir, pour passer, c'est exactement pareil. Il peut tourner tout son buste et ses épaules méga rapidement, et ça lui permet d'avoir un scope, un champ des possibles bien plus grand que d'autres joueurs. Par exemple, Azad en parlait l'an dernier, mais Zaccharie Rizaché, ça il peut pas trop le faire.
Le prospect Cam Boozer, il a aussi du mal avec ça, mais là je m'égare, et c'est peut-être le sujet d'un autre podcast. Bref, AJ lui, il peut le faire. Ça l'aide notamment à trouver le pick and pop assez facilement en cachant sa passe jusqu'au dernier moment, et hop, nouvelle arme débloquée. C'est assez fascinant de voir comme il est à l'aise face à presque tout type de couverture. Comme par exemple ici, Atlanta va le blitzer, donc on monte à 2 sur lui. Et donc qui dit blitz dit qu'on va devoir venir couvrir le rôle avec un troisième homme, Mo Gay, qui vient depuis l'aile opposée. Sauf que lui il a tout vu très rapidement, se penche en arrière de façon encore une fois très gainée, change vite de fusil d'épaule et il trouve le joueur seul. On pourrait regarder ça toute la journée en fait, mais je crois que AJ est un vrai créateur collectif de haut niveau, capable de créer à partir de rien et de trouver d'excellents tirs à répétition, notamment à 3 points, mais surtout au cercle avec la rim pressure qu'il apporte. Et la cerise sur le gâteau, mais qui est tout à fait logique quand on voit le côté cérébral qu'il a, c'est qu'il a aussi une dose de manipulation visuelle qu'il commence à développer et qui pourrait encore lui faire passer un step. Ce que ça veut dire, c'est qu'il arrive à faire bouger la défense, à la manipuler pour créer encore de meilleurs tirs. Et ça, c'est le trait des meilleurs créateurs de NBA. Tu ne subis pas ce que t'offre la défense, mais tu les fais bouger à ta guise pour les piéger et créer le tir que toi, tu veux. Ça peut être avec le corps, comme ici, où il attire le big man pour créer un tir sous le cercle, ou carrément avec les yeux. On a un pick and roll central avec son meilleur pote, et encore une fois, le blitz d'Atlanta. Newell le rookie doit donc gérer le roll et le corner opposé. AJ il va fixer le corner sur ta jump pass, le rookie se fait avoir et Hartenstein se retrouve seul sous le panier. Mais alors là, on en est à se demander c'est quoi son vrai niveau dans la hiérarchie NBA et même dans celle de son équipe. Face à cette question, j'ai une pensée qui peut être choquante à ce propos. Je vous la dis ou pas ? Allez, je vous la dis, mais je pense que AJ, offensivement, c'est déjà le deuxième meilleur joueur du Thunder. Carrément. Et que son importance ne se résume pas qu'à la création sans Shai Gilgeous-Alexander. Allez, on rentre cette fois dans le monde de la tactique et du pourquoi du comment. Pour comprendre son importance, faut comprendre les problèmes du Thunder. Ce qui se passe, c'est que Shai Gilgeous-Alexander est trop fort. Problème de riche, vous me direz. Mais en fait, il est tellement fort que les adversaires vont tout faire pour qu'il ne prenne pas de tir. Et donc, il subit des prises à deux constantes, insistantes. Le match face à Toronto la semaine dernière est marquant à mon sens parce que le Canadien n'a pris que 11 tirs, alors que dans ce match, il n'y a pas Jalen Williams, il n'y a pas AJ Mitchell, il n'y a pas Hartenstein. C'est typiquement le genre de match où tu aimerais qu'il en prenne 30. Et en fait, pourquoi on le double ? Parce que les shooters d'OKC à l'opposé, ils sont abandonnés. Mais aussi parce que OKC n'a personne qui est une vraie menace de scoring pour lui-même. Personne capable de prendre les décalages créés et d'en profiter pour driver et soit créer un meilleur tir, soit scorer. Et en fait, comme Shai c'est pas un excellent passeur non plus, tu subis beaucoup les défenses adverses. Et tu te retrouves avec beaucoup de tirs ouverts, même pas dans les corners, et peu de synergie créée. Et donc vous voyez venir, mais c'est là où rentre en jeu notre rockstar AJ Mitchell. Parce que lui a cette capacité à driver et foutre le boxon dans la défense. Le Thunder aime bien créer via du post-up de Shai Gilgeous-Alexander, et là-dessus on voit que Klingan s'apprête à le doubler. Ce qui laisse Hartenstein et Mitchell contre un seul défenseur. On joue alors une grenade action, c'est-à-dire un main à main pour AJ, qui crée un immense décalage avec son défenseur. Et donc lui, il peut driver et aller chercher le corner opposé et donc trouver un excellent tir. Il peut aussi profiter du 2v1. Il profite beaucoup des 2v1 sur Shai pour attaquer le décalage lui-même et finir comme ici où il est placé à une passe près. Ça fait vraiment du bien d'avoir ce profil capable d'utiliser des premiers espaces pour apporter de la rim pressure et des tirs rentables à haut volume. Presque à volonté finalement. Mais là où le duo avec Shai est fantastique, c'est qu'il va dans les deux sens. Et AJ est peut-être celui qui permet à Shai d'être utilisé off-ball. Et ça débloque un peu la fameuse gravité du MVP. Ça peut être très simple comme ici où Shai est placé à une passe près du pick and roll. On le place alors très haut, il est gardé très haut et donc son défenseur ne vient pas faire le stunt. Et donc sur le pick and roll, AJ il peut driver jusqu'au panier.
Mais ça peut être un peu plus élaboré puisque OKC adore appeler des écrans entre petits et donc utiliser Shai dans ce rôle, ça fait complètement sens. Les défenseurs ne veulent surtout pas switcher sur Shai, comme par exemple D'Lo ici qui se ferait manger si jamais il y avait switch. Et donc AJ peut en profiter pour jouer avec l'écran et filer jusqu'au panier encore une fois. En fait, la gravité de Shai permet de créer un décalage non pas par la qualité de sa pose d'écran, mais par sa gravité qui empêche le switch et force donc un pick and roll classique à naviguer. Franchement, c'est pas beau le basket ? Et si tu veux switcher, OKC a la variante Ghost Screen où on feinte l'écran et là encore ça crée souvent un décalage parce que le premier défenseur s'empresse de switcher sur Shai et laisse donc le Belge prendre de la vitesse. Donc finalement, si Shai a une gravité immense, pourquoi ne pas le mettre dans la zone qui stresse le plus la défense, sous le panier ? C'est ce que Daigneault adore faire et on pourrait appeler ça le Ram Screen Decoy. En gros, on place Shai sous le panier, on lui pose un écran pour remonter vers AJ, mais en réalité c'est qu'une feinte faite pour stresser la défense et libérer l'espace sous le panier aux Belges. Le meilleur exemple c'est face à Dallas et regardez comme PJ Washington n'est tourné que vers Shai au cas où un switch est nécessaire. Sauf que AJ lui a déjà créé grâce à son dribble la séparation face à D'Lo et il est en train de driver. Pas d'aide possible et petit drive tranquille. C'est exactement la même chose ici avec Naz Reid qui est complètement pris et absorbé par le Canadien et ça ouvre une ligne de drive qui est magnifiquement exploitée. OKC en raffole, mais encore faut-il avoir un porteur de balle capable de créer et driver et c'est précisément en ça que AJ est génial aussi à côté de Shai et pas que au relais de Shai. Ça permet même de manipuler Wemby ici et de le sortir de son rôle de lowman. On joue d'abord un premier pick and roll qui va être switché pour ne pas donner de décalage à Mitchell. Et donc Wemby se retrouve sur le Belge. On retrouve directement Shai et Mitchell va se placer dans l'aile. Wemby est alors bloqué loin de son panier chéri et c'est un drive facile pour le meilleur driver de NBA. Et on dit merci AJ. Bref, AJ Mitchell est déjà en deuxième année primordial pour cette attaque et le devient de plus en plus avec la démocratisation des prises à deux constantes et incessantes. Et les chiffres ne mentent pas du tout. C'est peut-être lui le vrai deuxième moteur offensif. On a longtemps cru que c'était Jalen Williams et je pense que ça l'est toujours en un sens quand il est à 100%, mais on se rend compte que l'an passé, l'attaque ne s'effondrait pas sans lui. En réalité, tu avais quasiment les mêmes scores avec seulement Jalen Williams que sans Jalen Williams. Alors que AJ Mitchell cette saison, c'est ultra parlant. Lorsqu'on a Shai et AJ, 124 d'offensive rating. 120 avec Shai sans AJ. 115 avec seulement AJ et 106 lorsque tu as aucun des deux. Il est là le souci, d'autant plus quand tu tires à 38% sur cet échantillon. L'attaque s'effondre quand tu n'as pas AJ Mitchell. Et avec lui, tu arrives à conserver un niveau moyen. Et donc finalement, AJ Mitchell, 38e choix de la draft 2024, est peut-être déjà le deuxième meilleur créateur d'une équipe calibre champion NBA. NBA where amazing happens, et qui sait jusqu'où pourrait aller notre Belge favori. Un grand merci de m'avoir écouté et regardé jusqu'au bout, j'espère que la vidéo vous aura plu même si elle était un petit peu plus longue que d'habitude. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.